On est ravis avec Alain de pouvoir vous présenter ce matin la formation de premier secours en santé mentale. Donc moi, je suis Morgane Guéguin, je suis infirmière coordinatrice de parcours de santé à la FICOSIL et en même temps, je suis formatrice de premier secours en santé mentale. Donc moi, je suis Alain Doulet, je suis bénévole de la femme et j'ai été formé au premier secours en santé mentale. On va donc vous expliquer un peu le parcours et je vais vous expliquer l'application. Voilà. Il a tout dit. Donc d'abord, je vais vous présenter le programme, un petit peu les origines des premiers secours en santé mentale. C'est un programme australien qui a été conçu dans les années 2000 par deux personnes, un chercheur en santé mentale et une personne qui est éducatrice et en même temps qui est usagée de la santé mentale. Leur objectif, en fait, leur idée, c'était de se dire qu'il faut élargir le principe des premiers secours physiques pour les troubles psychiques. Ça a débuté dans les débuts des années 2000. Là, à ce jour, c'est réparti dans 27 pays dans le monde et on est à plus de 3 millions de secouristes qui sont formés. La formation est arrivée en France seulement en 2019, donc vous voyez que c'est vraiment très 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 récent. Là, actuellement, on est déjà à plus de 10 000 secouristes formés. L'objectif à terme de PSSM France, qui est l'association qui porte ce programme, c'est de former 750 000 secouristes sur les 10 ans à venir. Donc c'est vraiment un gros projet. Ah merci, c'est lui qui fait, du coup je pose ça, excusez-moi. Donc ce qu'il faut retenir de ce programme, c'est que c'est vraiment un programme qui est international et qui est très structuré. C'est pas un truc qu'on sort du chapeau comme ça. C'est un programme qui est validé par un consensus d'experts mondiaux sur son efficacité et sa pertinence auprès des personnes, auprès d'un public général. Quelques données sur les troubles psychiques, parce que ça me semble important à un moment donné de poser un petit peu le contexte de l'arrivée des premiers secours en santé mentale en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que les troubles psychiques, c'est le deuxième plus gros problème de santé des 15-29 ans. Et que c'est aussi la deuxième cause de handicap mondial. Et la première cause d'invalidité et d'arrêt maladie de longue durée. C'est quand même une problématique qui est tout de même assez importante. En France, pour vous donner un petit ordre d'idée, au niveau des dernières données qu'on a, hors situation Covid bien évidemment, parce que on sait que les chiffres ont pu augmenter de manière significative, on considère qu'une personne sur 4 est touchée par un trouble psychique au cours de l'année écoulée. Donc c'est loin d'être négligeable. Et seulement une personne sur 3 qui présente des troubles psychiques va aller vers le soin et va être pris en charge par un professionnel de santé adapté à la problématique de la personne. Donc en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les troubles psychiques, c'est un problème de santé publique qui est important et qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir aider à traverser ce problème. Donc les objectifs de la formation de secouristes en santé mentale. On a plusieurs objectifs généraux. Un des principaux objectifs, c'est d'aider la population à fournir un soutien initial adapté à une personne qui commence à développer un trouble psychique, une personne qui a déjà un trouble psychique diagnostiqué mais qui est en phase d'aggravation, ou une personne qui est en situation de crise. Chose très importante à savoir, c'est que cette formation, c'est une formation citoyenne. Ce n'est pas une formation professionnelle, c'est une formation qui est adressée à toute la population. Et il n'y a pas de prérequis qui sont demandés. La seule chose qui est demandée, c'est d'avoir un intérêt, bien évidemment, pour la question des troubles psychiques et de pouvoir aider les personnes qui sont en souffrance psychique. Un des objectifs très importants de cette formation, c'est de pouvoir amener la personne qui est en souffrance psychique vers le soin le plus tôt possible. Ce qu'on sait, c'est que plus les troubles psychiques sont pris en charge tardivement, plus le rétablissement est long et plus les troubles psychiques ont des conséquences graves sur la vie de la personne, notamment sa vie quotidienne, sa vie sociale et sa vie professionnelle. Et un des gros objectifs aussi de cette formation, c'est vraiment de travailler à la déstigmatisation et à la démystification des problèmes de santé mentale. On voit au quotidien, on entend au quotidien qu'il y a une profonde méconnaissance de ce que c'est que la santé mentale et de ce que c'est qu'un trouble psychique. Et parmi tous les troubles psychiques, on se rend compte qu'effectivement, il y a beaucoup d'idées reçues. Et un des objectifs de cette formation, c'est vraiment de travailler à casser ces idées reçues. Ce qu'elle permet, cette formation, elle vous permet déjà d'avoir un apport de connaissances de base sur les troubles psychiques.
Moi, quand je fais des formations de premier secours en santé mentale, je ne suis pas là pour former à être médecin, à poser un diagnostic. C'est absolument pas l'objectif de la formation. C'est vraiment d'apprendre à repérer des signes qui indiquent que la personne est en train de développer un trouble psychique. Et, excuse-moi, j'ai pas fini. Ce qu'elle permet aussi, cette formation, et ça c'est super important, et c'est ce qui est vraiment attendu des personnes qui viennent faire cette formation, c'est d'apprendre à réagir dès l'apparition de signes de troubles psychiques. Comment je réagis face à quelqu'un qui est en train de développer un trouble dépressif? Comment je réagis face à quelqu'un qui a des intentions suicidaires? Comment je réagis face à quelqu'un qui a une conduite agressive sous l'utilisation de substances, peu importe le type de substance, etc., etc. Donc ça vous donne vraiment des billes pour vous apprendre à avoir le comportement le plus adapté possible et à aider à amener la personne vers le soin le plus tôt possible. Donc cette formation de PSSM, elle est sur une durée de 2 jours, ça dure 14 heures. Il y a plusieurs formats possibles, soit on peut le faire en 2 jours consécutifs. Il y a possibilité aussi d'adapter, parce que des fois au niveau organisation professionnelle, personnelle, c'est un petit peu compliqué de faire 2 journées consécutives de formation. Donc on peut aussi la faire en 2 journées non consécutives et on peut même la faire aussi en 4 demi-journées. Donc on a un panel de choix d'organisation qui est plutôt confortable pour les personnes qui souhaitent faire cette formation. Lors de la formation de premier secours en santé mentale, on aborde différents troubles psychiques. Alors bien évidemment, on ne peut pas tout aborder parce qu'il y a pléthore de troubles psychiques et beaucoup de variants. Donc du coup, on va plutôt à l'essentiel quand même parce que ça ne dure que 2 jours. Il y a beaucoup de contenu. On aborde en tout cas les troubles dépressifs, les troubles anxieux, les troubles psychotiques et les troubles liés à l'utilisation de substances. Ce que je vous disais tout à l'heure, bien évidemment, tout ce qui est dit dans cette formation, tout ce qui vous est apporté comme données et comme conseils, c'est vraiment basé sur des recommandations qui sont établies par des experts internationaux. Et parmi ce consensus d'experts, sont inclus des usagers en santé mentale, des aidants et des professionnels de santé. Donc c'est vraiment quelque chose de très global qui a été fait. Et du coup, dans cette formation de premier secours en santé mentale, on vous apprend à mettre en place ce qu'on appelle le plan d'action aéré. Donc si vous faites cette formation, vous verrez ce que c'est. Je vous expliquerai. Alors on va vous expliquer après en quoi consiste ce plan d'action, qui est vraiment un plan d'action qu'on peut mettre, qui correspond un petit peu au plan d'action pour les premiers secours physiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait, le PASS, le protéger, alerter, secourir, et bien là on est un petit peu sur le même principe. Et du coup qui vous aide, et qui aide surtout la personne qui est en souffrance, à l'accompagner et à l'orienter vers le soin le plus tôt possible. Et dans le cadre de ce plan d'action, de cette formation, on a beaucoup d'activités, de jeux de rôle, beaucoup de discussions, beaucoup de choses qui sont proposées. C'est un contenu qui est très varié, qui est très interactif et qui permet de ressortir avec, en tout cas toutes les personnes jusqu'à maintenant que j'ai pu former sont ressorties en étant satisfaits au moins d'avoir des billes pour, s'ils sont confrontés à des situations comme ça, sauront un petit peu plus comment s'y prendre. Je vous ai mis les coordonnées plus bas si vous souhaitez me contacter pour avoir de plus amples informations sur la formation de premier secours en santé mentale. Je passe la parole à Alain qui va jouer le secouriste en santé mentale. Voilà, merci. Alors, quand on rencontre une personne qui est visiblement, comme sur la photo, est en souffrance, on peut se poser des questions. Cette personne a-t-elle besoin d'aide? Ensuite, deuxième question, comment je vais faire pour l'aider? C'est bien beau, on a envie d'aider, mais comment on va pouvoir faire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir avec la mise en œuvre des premiers secours en santé mentale. Voilà. Alors, c'est pas parce que j'ai été formé par PSSM France, mais pas par Morgane, que je suis un super-héros. En toute humilité, il faut que je reconnaisse que quelquefois, ça ne peut pas marcher. L'essence même de secouriste, ça tient en 3 lettres. L'ADN. Le premier A, c'est attentif. Attentif à la personne, à l'environnement, à les mots qu'on va choisir, aux mots qu'on va choisir, pour parler avec elle. Le deuxième, il faut être disponible. Parce que quand on entame une action en santé mentale, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Quelquefois, ça peut durer 2 heures, 3 heures, 4 heures. Quelquefois, il va falloir y revenir plusieurs fois. Donc, il faut de la disponibilité. Il faut aussi de la discrétion. C'était pas marqué, mais tout ce qu'on va échanger avec la personne reste dans le domaine de la discrétion. Il faut aussi être neutre. Alors, la neutralité, c'est par rapport à ce que la personne va vous dire.
il ne faut pas de jugement. C'est-à-dire qu'elle va exprimer ses souffrances avec ses mots, et vous n'avez pas à porter de jugement sur la façon dont elle s'exprime. C'est dur ce matin. La neutralité aussi, c'est la neutralité des affects. Si vous voulez essayer de porter secours à quelqu'un qui vous est très cher et très proche, les affects vont perturber le dialogue. Dans ces cas-là, quand vous voulez vraiment qu'une personne de votre entourage soit prise en charge, faites appel à un autre secouriste que vous. Voilà. Il y a aussi le contexte culturel de la personne, puisque la santé mentale, suivant le contexte culturel, n'est pas perçue de la même façon. Et quelquefois, des personnes ne s'expriment pas de la même façon, à cause de leur bagage culturel, en plus de la barrière de la langue. Alors, le plan d'action du PSSN, donc, Morgane a parlé, c'est ce qu'on appelle la méthode aérée. Donc, on va détailler une par une toutes ces lettres. La première lettre, c'est le A. Le A, quand même, accroché pour évaluer la situation et pour assister à la personne. Quand on va essayer d'approcher la personne, on va se poser la question, y a-t-il une crise? S'il y a une crise, c'est-à-dire s'il y a un danger pour vous-même, pour la personne, pour l'entourage, quelquefois, il va falloir faire appel au secours extérieur et non pas essayer de faire quelque chose soi-même. Donc vous allez être le relais auprès des secours extérieurs, de manière à ce que la personne soit prise en charge par d'autres que vous, parce que ce n'est pas le moment opportun. Par contre, s'il n'y a pas de crise, vous allez peut-être pouvoir entamer un dialogue avec quelqu'un. Alors, crise ou pas crise, par exemple, on peut aussi parler de la crise suicidaire. Est-ce qu'une crise suicidaire va nécessiter l'approche par des secours extérieurs? Quelquefois, oui. Parce que, par exemple, si la personne essaye de mettre fin à ses jours avec le gaz, ben, malheureusement, si vous n'appelez pas les pompiers, ça va être compliqué pour vous. Voilà. Donc, en cas de pas de crise, on va pouvoir prendre en charge la personne et essayer de faire avancer les choses vers les secours. Voilà, ça marche. Alors, le premier E, c'est écouter sans jugement. Donc, la personne va exprimer sa souffrance avec ses mots, avec ses phrases, avec ses façons. Et donc, c'est une action de communication. Alors, la communication, c'est important. Il y a deux types de communication, mais là, je ne vous apprends rien. La communication verbale, donc il va falloir choisir ses mots. Par exemple, on ne dit pas des troubles psychiatriques, parce que psychiatrique, ça fait peur. On va dire plutôt des troubles psychiques, des troubles du comportement. Donc, il y a déjà tout un choix de vocabulaire. Quand vous êtes formé, par Morgane, par exemple, vous allez aussi apprendre toute cette façon de s'exprimer. Après, dans la communication, il y a le non-verbal. Donc, par exemple, si on a une personne, alors mon petit gars, t'as des problèmes, ça m'étonnerait que ça marche. Autre chose, chaque personne a un cercle d'intimité. Si on s'en approche de trop près, ça peut déclencher des phénomènes de crise. Donc, il faut apprendre aussi à communiquer non-verbalement. Et ça, c'est peut-être quelquefois quelque chose de plus compliqué dans les exercices. Parce qu'on a tendance, nous les latins, à arriver près de la personne, lui taper sur l'épaule, et ça peut être très dérangeant. Donc, le mot-clé, c'est l'empathie. L'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre, comprendre ses sentiments, ses émotions, mais sans en être affecté pour autant. Voilà. Ensuite, le R. Le R, c'est réconforter et informer. Donc, le premier pas, c'est le réconfort. Le réconfort, c'est apporter du soutien émotionnel à la personne en disant, voilà, je comprends que tu sois triste, je comprends que ci, que ça, mais sans pour autant montrer son affect, parce que la situation peut vous affecter vous-même. Donc, il faut apporter le soutien émotionnel sans que la personne vous sente en difficulté. Il y a aussi autre chose, il faut, lors du soutien émotionnel, réconforter. En disant, voilà, au jour d'aujourd'hui, maintenant, tu as un problème, c'est vrai, peut-être y a-t-il des solutions. Parce que si vous dites à quelqu'un, il y a un problème, il n'y a pas de solution, ça ne va pas le réconforter. Le deuxième, c'est l'information. Alors l'information, c'est quand on a apporté la partie réconfort à la personne, on va peut-être pouvoir, si elle le souhaite, l'informer sur les troubles psychiques. Alors, on va l'informer avec nos mots à nous, et surtout pas avec des mots très savants, ça risque de faire peur. Et ça, c'est si elle vous le demande. Parce que quelquefois, la personne ne veut pas entendre parler de troubles psychiques. Elle préfère dire « Oh, j'ai une grosse dépression ». Bon, d'accord. Alors, le deuxième E, c'est encourager aller vers des professionnels. Alors, qu'est-ce que vont apporter les professionnels? Déjà, on va dire de base, tout ce qui est psychothérapie, tout ce qui est traitement médicamenteux. Il faut penser aussi aux aides sociales, parce que quelquefois, la maladie psychique emmène la personne
dans des situations sociales très compliquées. Et la première aide qu'on peut apporter à une personne, c'est quelquefois la sortir de la rue. Ensuite, dans les aides qu'on va pouvoir parler, c'est les soutiens aux patients. La psychoéducation, c'est un terme très à la mode, mais c'est aussi très efficace, il ne faut pas hésiter à en parler. Il faut aussi parler d'hygiène de vie, par exemple, si la personne a des addictions. Bah oui, il faut le dire. Alors, c'est pareil, il faut choisir ces termes, il faut choisir le mot opportun et la façon de le dire. Si vous rentrez franco de plus, ça risque de mal se passer. C'est une question d'empathie toujours. Après, on peut aussi parler de soutien aux proches, surtout aux proches aidants, et la nouvelle notion qu'on met en place, la notion de patient expert. Donc un patient expert, c'est quelqu'un qui a une maladie chronique, qui l'a domestiqué, qui a appris à vivre avec, et qui a appris aussi à aider les autres à traverser ces phases de maladie chronique. Donc c'est une ressource très importante, les patients experts. Ensuite, il faut renseigner. Alors, renseigner, quand vous faites la formation de premier secours en santé mentale, c'est une formation, vous avez vu, nationale, voire internationale. Donc il y a toute une partie, on va dire, localisée, sur toutes les ressources. On reste quand même de ressources nationales au moins. Il y a la première ressource, c'est l'aide téléphonique. Il y a des tas de numéros qui existent, il faut les connaître. Les numéros, on peut déjà connaître et reconnaître. Pardon. Et ça, c'est un métier, ça, c'est important. La personne va trouver une écoute en ligne, même si vous ne pouvez pas lui résoudre son problème, ça ne va pas la laisser en plan. Deuxième ligne importante, c'est écoute suicide. Le suicide, c'est quand même 24 morts par jour en France, un par heure. C'est-à-dire qu'au cours de cette matinée, 4 personnes vont mettre fin à leur jour. Le suicide, c'est aussi la première cause de décès des 20-30 ans. Donc c'est quelque chose d'important, il faut y penser. Quand les gens vous disent « j'ai plus envie de vivre », il faut le prendre très au sérieux. Voilà. Il y a aussi le fil santé jeune, qui va renseigner sur la santé mentale pour les jeunes, et aussi tout ce qui est somatique. J'ai dû trop parler, j'ai usé la pile. Je vous laisse découvrir tous les autres numéros, et puis on se retrouvera à la pause si vous voulez pour en parler. Deuxième piste sur le renseigner, c'est tout ce qui est Internet. Internet est très très riche maintenant, et il existe beaucoup de sites, par contre il faut les connaître. Alors dans les sites que je voudrais citer, c'est Epsycho, parce que Psycho parle de la santé mentale en termes de troubles psychiques. Donc c'est vraiment un site à connaître. Après, bon, je ne vais pas tous solliciter. Il y a tous les sites pour les addictions, pardon. Alcool faux service, drogue info service, stop cannabis, etc. Parce que quand les gens sont dans des addictions, ils ne savent pas toujours comment arrêter. Ils ne savent pas où taper, à quelle porte taper. Voilà. Bon, après, il y a tous les sites généraux du style Psychom, Unafam, je l'ai dit quand même. Et aussi Santé publique France, parce qu'on trouve des infos très intéressantes, notamment en termes de ressources locales, pas forcément nationales. Après, il y a aussi la partie outils numériques. Maintenant, c'est à la mode, tout le monde a son petit smartphone dans la poche. Donc, j'ai cité quelques applications, par exemple Stopwise, qui est intéressant, petit beaucoup pour la relaxation, parce que le stress, entre autres chez les étudiants, ça existe, et apprendre à faire de la méditation, à se relaxer, c'est très bon. Je voudrais citer aussi, la dernière en bas, on ne voit pas trop, c'est Work Together. C'est une application qui a été développée conjointement par l'UNAFAM avec L'Oréal pour mesurer l'anxiété chez les jeunes. C'est-à-dire pour qu'ils puissent mesurer leur impact de vie et leur degré d'anxiété par rapport à leurs soucis. Voilà. Et puis il y a aussi toutes les bibliographies importantes. Là, je ne peux pas les citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Il y a des tas de gens qui ont écrit des bouquins très intéressants. Alors nous, à l'UNAFAM, on a de la chance. On a une bibliothèque accessible aux adhérents, mais ça représente quand même beaucoup de rayonnage. Il y a beaucoup de variétés, quasiment sur tous les troubles psychiques. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Je vous remercie et on est prêt à répondre à vos questions. Oui. Moi, je fais plutôt une remarque. Le PSSM, je suis pour, à fond de faire connaître, de déstigmatiser. Et quand on dit amener la personne vers le soin, et quand on sait qu'il y a énormément de difficultés
pris de délai pour accéder à un CMP ou à une consultation, c'est à un moment donné, ça va pas être possible, quoi. Donc la personne, elle risque de quand même sortir du soin. Bon, c'est une remarque que j'ai régulièrement en formation, je vous avoue. C'est une remarque qui revient assez souvent. Effectivement, il y a une réalité de terrain qui est là et qui, malheureusement, nous montre que l'accès aux soins, notamment psychiques, reste quand même très compliqué. Après, le rôle du secouriste, et ça, moi, j'appuie à chaque fois là-dessus, quand on est secouriste en santé mentale, on n'est pas secouriste comme un secouriste physique. C'est-à-dire qu'on est sur une temporalité complètement différente. Hors situation d'urgence, on se dit qu'on a du temps pour aider la personne à aller vers le soin. Et tant qu'elle n'a pas accès aux soins, nous, en tant que secouristes, on peut être présent auprès d'elle en tant que soutien et aussi pour évaluer les choses, voir s'il y a une aggravation de la situation ou pas. Parce que de toute façon, si on arrive face à une situation de crise ou une situation d'aggravation majeure de la santé mentale de la personne, là, pour le coup, on peut faire appel au service d'urgence. Quand même. Alors, moi, je dirais mon avis aussi de secouriste. Quelquefois, les personnes ont des troubles sans forcément s'en rendre compte et sans savoir qu'il peut y avoir du soin pour ce qu'elles souffrent. Voilà. L'anxiété, par exemple, on peut être anxieux parce qu'on est un jeune étudiant, on a quitté papa, maman, on arrive à la fac de Tours, donc déjà on ne sait pas servir la machine à laver, on mange que des pizzas au micro-ondes parce qu'on ne sait pas faire mieux, donc on stresse, on est anxieux, mais y a-t-il quelque chose pour m'aider? Qu'est-ce qu'il va y avoir comme soin, par exemple? Bon, j'ai pas cité, mais il y a le BAPU, le bureau d'aide psychologique universitaire. Rien que de dire aux jeunes, si tu vas pas bien, va avoir le BAPU. Peut-être quelqu'un va pouvoir t'écouter. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas du soin en direct, c'est pas du soin. Parce que quand on pense soin en France, on pense tout de suite blouse blanche, hôpital, psychiatrie, médicaments. Il n'y a pas que soin. Je les ai cités, des soins. Il y en a beaucoup. Mais on n'a pas toujours connaissance des soins adaptés et des soins à portée de main, si je puis dire. Même sur Internet, on peut trouver des sites Internet. Vous allez pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. Donc c'est pas du soin en direct, mais c'est quand même soigner aussi le mal-être de la personne. Oui, je voulais juste prendre la parole pour vous dire qu'effectivement, vous dites une chose absolument fondamentale. On a trop une vision hospitalo-centrée, médico-centrée des soins et des accompagnements. Et vraiment, le challenge qu'on essaye à beaucoup de mettre en place, c'est de rendre plus intriqué le système d'aide, d'accompagnement sociaux, de la cité, plus exactement, c'est pas social que je veux dire, c'était de la cité, pour qu'on puisse désamorcer les choses beaucoup plus tôt et qu'on n'arrive pas vers cette voie finale commune qui est le soin. Et il y a vraiment une marge de progression extrêmement importante et c'est tout l'intérêt des semaines de santé mentale. D'autre part, il y a aussi un autre abord que j'ai pu aborder il y a 2 ans, je crois, ici, dans ce même lieu. C'est le fait qu'on est très handicapé en Europe sur le fait qu'on a un soin qui est uniquement centré sur les personnes et qu'on doit travailler, notamment chez les plus jeunes, puisque je suis psychiatre d'ado, avec les environnements, donc souvent les familles, mais pas seulement les familles. Donc ça, c'est 2 pistes d'amélioration, parce que la réponse n'est pas simplement d'abonder en moyens médicaux les systèmes d'accompagnement, mais aussi de repenser la façon dont on est aidé, accompagné dans ce pays, en l'occurrence. La France, mais la France. Je voudrais savoir comment on sollicite un secouriste en santé mentale. Alors, on ne sollicite pas le secouriste. En fait, c'est le premier. Il doit être attentif. Attentif aux autres. Attentif, par exemple, quelqu'un qui travaille doit être attentif à ses collègues. Si un collègue ne va pas bien, typiquement quelqu'un qui s'isole pour manger à la cantine, bon, on peut se poser la question, est-ce que cette personne n'est pas en souffrance? Alors après, c'est pas à la machine à café que ça va se régler. Ça va être un peu trop compliqué, c'est dans un lieu de passage, donc on va peut-être prendre un petit temps d'échange avec le collègue en disant, voilà, mais regarde, j'ai remarqué que tu n'allais pas bien. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Peut-être pas tout de suite. Pas tout de suite? Ok. Et si tu veux, je suis disponible à la pause, et on peut se rejoindre derrière l'instant. On en parlera, quoi qu'ici, c'est pas très intime. Alors je vais te filer mon 06, puis on verra ça tous les deux. Ok?
Non, mais sérieusement, c'est ça. Il faut être attentif aux autres. C'est le principe du PSSM, en fait. Plus il y aura de secouristes en santé mentale, moins il y aura de gens qui vont rester dans la souffrance. Parce que quelquefois, la souffrance, ça démarre avec pas grand-chose. Une fin de mois difficile pour un jeune qui est à l'école. Ça commence comme ça. Et puis après, ben, ça s'amplifie, et ça augmente, et ça augmente. Et après, ça finit, comme dit M. Fliat, dans les services d'hospitalisation. Parce qu'on n'a rien fait. On sait très bien que plus on prend de mal le plus tôt à la racine, et moins il va se développer. Donc la question, c'est aussi de par quelle structure, en fait, on peut solliciter un secouriste en santé mentale. Je pensais aux maisons de la solidarité. Est-ce que c'est une piste possible? Alors, il n'y a pas de référencement en fait de secouristes en santé mentale. Après, ce qui peut être fait si vous avez un besoin d'aide par rapport à ça, c'est aller sur le site de PSSM France et là vous avez toute la liste des formateurs nationaux, si vous voulez. Il y a une carte de France où au niveau local, vous êtes en Indre-et-Loire, vous cliquez sur l'Indre-et-Loire, ça vous donne mon nom, parce que pour l'instant je suis toute seule, mais il y en a 2 autres là qui sont en train de se former cette semaine et bientôt on va être 3, donc ça c'est super. Et pour le coup, à ce moment-là, vous nous joignez nous et nous on peut vous orienter vers quelqu'un ou vous conseiller nous aussi par rapport à ça. Oui. C'est en fait quand la personne... quand la personne en fait est en crise, comment vous intervenez, comment on vous appelle, c'est là la question, je pense. En fait. Mais ce que je vous dis, c'est c'est vous en tant que secouriste, si vous êtes formé en tant que secouriste, qui allez pouvoir aider la personne. Après, il n'y a pas, c'est comme pour les secouristes physiques, vous n'avez pas une liste nationale des personnes qui sont secouristes en santé physique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc après, c'est si vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui est secouriste en santé mentale, à ce moment-là, vous pouvez faire appel à lui. Si vraiment vous êtes en difficulté, essayez de joindre un formateur PSSM, peut-être qu'il peut vous aider. Après, si on est sur une situation de crise avec une urgence immédiate, une mise en danger, là, le secouriste en santé mentale, c'est pas la priorité. La priorité, c'est la mise à l'abri de la personne en faisant appel au secours, que ce soit pompiers, SAMU, etc., s'il y a vraiment une mise en danger immédiate de la personne. Oui, bonjour. Pour faire du lien avec la présentation de Clarisse Hermelin tout à l'heure sur la CLSM et les thématiques de l'année, emploi et logement. Alors moi, je suis plutôt côté emploi. Dans ce que vous dites là, où on est plutôt sur une formation de citoyenneté, qui pourrait presque être du bon sens en fait, mais c'est toujours mieux de le rappeler. Je pense que vraiment, il serait hyper intéressant de pouvoir proposer cette formation aux entreprises, aux chefs d'entreprise, aux salariés, parce que ça concerne tout le monde. Mais moi, je suis là aujourd'hui pour l'emploi. Donc, je voulais savoir s'il y avait du lien qui était fait justement entre les ateliers qui vont être proposés, qui sont prévus. Alors ça va se faire début 2022. Parce que pour l'instant, moi, je ne forme qu'en interne au sein de l'association, au sein de Solia. Je ne peux pas encore, parce que Solia n'est pas organisme de formation. Pour l'instant, je ne peux pas encore déployer. Mais à partir du mois de janvier, je vais être probablement formatrice indépendante. C'est encore en gestation, voilà, exactement. Enfin, c'est en préparation, voilà. Je suis en train d'organiser tout ça. Et du coup, avec notamment une des 2 futures formatrices qui est en train de se former en ce moment, on va se coordonner ensemble pour essayer de taper un maximum sur aller faire un petit peu de pub et de com auprès des entreprises, auprès des collectivités territoriales. Moi, je vise beaucoup l'éducation nationale aussi. Enfin, voilà, il y a pléthore de possibilités et de nécessité de former un maximum de secouristes, en fait. Non. J'ai envie de dire tous les domaines, à partir du moment où on parle d'une formation citoyenne, bien évidemment, ça nous sert dans notre fonction professionnelle. Moi, tous les jours, je m'en sers, bien évidemment. Mais après, au-delà de ça, tout le monde n'est pas professionnel de santé sociale, médico-sociale, etc. Et est quand même confronté à des problématiques de santé mentale, par exemple, au niveau de la famille, ou des amis, ou d'un voisin. Enfin, voilà, c'est vraiment... Donc oui, l'objectif, là, vraiment, à partir de 2022, c'est vraiment de pouvoir le déployer de manière un peu plus massive, moi j'aimerais beaucoup, sur le département. C'est une formation payante, est-ce qu'elle peut être remboursée par la formation continue?
Alors, la formation, actuellement, on est sur un prix de 250 € par personne pour les 2 jours de formation. La PSSM France est en train de conventionner pour que la formation puisse être prise en charge par le CPF. C'est pas encore le cas, mais ça ne saurait tarder. J'ai répondu à la question. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, hein. En fait, c'est comme les soins en premier secours physique, il faudrait que ça se développe de la même façon que ces soins-là, parce qu'on est formé dans les collèges, les lycées, enfin voilà, et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait développer partout, au même titre qu'on soit tous informés de ce qu'est la santé mentale et qu'on puisse voir quand il y a un copain pour des élèves, des enfants par exemple, ou dans la famille, quand il y a quelqu'un qui va pas bien. On le voit parfois, on dit oh là là, il va pas bien, mais il n'y a pas d'action, on ne sait pas quoi faire. Donc ça, c'est très important. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose à développer. Merci. Alors pour rebondir sur cette intervention, je voudrais faire un parallèle avec les premiers secours physiques, le PS5. Actuellement, le taux de pénétration, ce qu'on appelle le taux de pénétration dans la population française, c'est 15%. Donc 15% de la population est formée au geste de premier secours. Voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, vous prenez les pays anglo-saxons et vous montez un peu plus haut que chez nous. En Hollande, c'est 70%. Mais c'est une politique. C'est une politique publique. C'est-à-dire qu'en Hollande, par exemple, vous êtes formé à l'école, vous êtes reformé, parce que les gestes de secours, ça s'oublie. Quand on ne les pratique pas, on les oublie. Donc, vous êtes formé, recyclé. C'est une politique, vraiment. Vous êtes dans une entreprise en Hollande, parce que j'ai bossé dans une entreprise hollandaise qui s'appelle Philips. Eh ben, on était formé aux gestes de premier secours. On était recyclé. Le PSSM, ça marchera dans la même optique. C'est-à-dire qu'il va falloir former les gens, les rappeler de temps en temps, les recycler. Et c'est aussi une façon de déstigmatiser la population, parce que plus il y aura de gens formés, moins les gens auront peur des phénomènes de troubles psychiques. Parce que vous pouvez faire un exemple, vous mettez par terre, vous roulez par terre, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, même dans une galerie marchande, vous pouvez compter le nombre de gens qui vont s'arrêter pour dire « Vous avez besoin de secours ». Les gens, ils passent, ils tracent, ils ont peur. Même dans les secours physiques, les gens ont peur. Donc le PSSM, c'est pour que les gens n'aient plus peur des symptômes des troubles psychiques et qu'ils puissent aller vers la personne, vraiment porter secours, c'est-à-dire ne pas la laisser dans son mal-être et la diriger vers une solution, qu'elle soit thérapeutique ou qu'elle soit autothérapeutique, parce que sur Internet, c'est aussi autothérapeutique, mais ne pas la laisser dans son mal-être. Parce qu'on sait très bien que quand ça commence par un petit mal-être, ça finit toujours par un très très gros mal-être, et ça finit toujours par des soins quelquefois un peu violents. Voilà. Je voulais juste préciser que là, il y a actuellement, en termes de formation, il y a tous les services santé universitaires qui sont en train de se former pour qu'il y ait une formation des étudiants au premier secours en santé mentale. Et là, moi, je suis en train de travailler pour pouvoir inclure cette formation dans la formation initiale, notamment des infirmiers, des TISF, des assistants sociaux, etc., etc. Donc là, je suis en train de travailler à ça pour que ce soit inclus dans leur processus de formation. C'était ma question. J'avais lu qu'il y avait, ça allait devenir obligatoire en fait pour tous les étudiants en santé, comme la FGSU, et que le PSSM, enfin les PSSM allaient devenir aussi obligatoires et inclus dans leur référentiel de formation. Alors pour l'instant, moi j'ai pas d'infos et j'avais lu ça il y a 2019-2020. Ouais, alors c'est le souhait de PSSM bien évidemment de pouvoir permettre ça aux plus jeunes. Hein. Cette formation PSSM, elle était quand même inscrite parmi les 25 mesures prioritaires du gouvernement au niveau du plan quinquennal de santé mentale. Donc ça, c'est que ça y est, là, il commence à en parler. Mais c'est en cours. Après, c'est vrai que pour l'instant, on n'est pas très nombreux pour l'instant en tant que formateurs. Donc il faut le temps que tout ça, ça se déploie, que ça se développe. Il y a des formations de formateurs qui se font tous les mois, un peu partout en France. Là, ça commence à prendre une ampleur un peu plus massive. Et je pense qu'on va arriver courant 2022 à des choses un petit peu plus claires par rapport à ça. C'est en train de se faire. La PSSM est en train de faire plein de choses par rapport au conventionnement pour que ça se déploie de manière massive sur tout le territoire. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Merci de votre attention. Je vous souhaite une bonne fin de matinée. Merci. En effet, je pense qu'il y a deux grandes idées à retenir. Un sur le PSSM, c'est une formation qui s'adresse évidemment à tous.
qui est une formation un peu de base au final. Et le soin, en effet, c'est d'abord accueillir la parole de la personne, son incapacité d'ailleurs à exprimer sa difficulté, sa souffrance. C'est d'abord ça.